Bonjour, bienvenue dans cet épisode de T'as raté le coche. Alors aujourd'hui, on va parler un peu QVCT, mais pas la QVCT pratique, pas la QVCT bullshit. L'idée, en fait, c'est vraiment de comprendre ce qui, à l'avenir, va motiver les collaborateurs et ce qui va vraiment les aider dans leur quotidien au travail. Donc pour en parler, je reçois Jonathan, qu'on a déjà reçu sur la saison 1. Salut. Et puis Damien. Bonjour. Jonathan, je te laisse te représenter. Eh bien Christophe, avec plaisir. Je m'appelle Jonathan, je suis un des deux cofondateurs de Shodo, qui est une ESN, mais dont l'objectif est justement d'aller revisiter aussi le bien-être au travail et tout ce qui peut nous permettre de limiter le turnover qu'il y a dans notre secteur. Damien ? À moi. Bonjour. Donc récemment DRH de VVF. Donc VVF, opérateur associatif de vacances, avec deux grandes missions, l'accessibilité aux vacances et l'accompagnement des territoires dans leur développement. Voilà. Je vais vous poser une question un peu générale pour démarrer. C'est quoi un climat propice à l'épanouissement d'un collaborateur ou d'une collaboratrice aujourd'hui ? Ok, je vais commencer du coup. Écoute, je pense qu'il faut distinguer le bonheur pour moi qui est quelque chose de très subjectif, du bien-être qui est quelque chose pour moi sur lequel on peut avoir plus facilement consensus. Et donc je pense que c'est donc pour répondre à la question, c'est un climat dans lequel les collaborateurs, collaboratrices se sentent bien et dans lequel on peut tirer le meilleur d'eux-mêmes professionnellement. C'est une super introduction. Je pense que je n'aurais pas dit beaucoup mieux. Je vais rajouter ce petit élément d'épanouissement et de sens qui va aller, je pense, avec le bien-être et qui va permettre, pour te rejoindre, justement, de tirer un peu le meilleur de chaque collègue. Alors, je vous ai invité parce que tous les deux, vous avez mis en place des choses spécifiques dans vos entreprises. Jonathan, tu as un des précurseurs sur les aspects gestion de la REM, on va dire en France, notamment pour une ESN, sachant que les ESN aujourd'hui ont quand même une image, j'allais dire poussiéreuse, mais c'est pire que ça. Et puis toi, Damien, chez VVF, vous avez mis en place une batterie d'accords d'entreprise pour permettre... j'allais dire, d'accroître l'équilibre des temps de vie. On va peut-être commencer par Jonathan, pour que tu rappelles un peu ton modèle, en quoi tu es différenciant et finalement, quelle est toi ta vision en tant que dirigeant du monde du travail, parce que tout ça, c'est quand même très corrélé à ta vision personnelle au départ. Ouais, tout à fait. La vision de Shodo, pour nous, c'était l'occasion de démontrer qu'on peut faire l'innovation sociale, on peut faire bouger les lignes du monde du travail dans un secteur qui le permet, parce que, comme tu l'as dit, on est une ESN, on est dans un secteur où il y a plutôt de l'hypercroissance, des marges qui sont super cool et de la gouvernance dans laquelle on a de la visibilité sur des contrats. En général, on a 1 an de visibilité sur les contrats. Et moi, ma vision... c'est de dessiner un cadre dans lequel on va accorder suffisamment de latitude pour que différentes sensibilités puissent s'épanouir, puissent s'exprimer. Donc on va retrouver des personnes qui souhaitent travailler plus pour gagner plus parce qu'il y a des projets professionnels ou il y a des études à payer ou des maisons à acheter, enfin que sais-je. Dans la limite d'un certain temps de repos annuel, parce qu'on est aussi là en tant que dirigeant pour protéger les collaborateurs et les collaboratrices du burn-out. Et à l'inverse, à l'opposé de ce cadre-là, on va aussi faire en sorte d'échanger de la marge, donc soit en rémunération comme j'ai dit, soit en temps libre, pour faire en sorte moi comme je le pense à titre personnel, de travailler moins pour travailler mieux. Et voilà, donc en fait, schématiquement, on va transformer de la marge en rémunération supplémentaire et en temps libre qui soit professionnel pour remettre la veille, toute la formation sur des horaires de travail, non plus sur du temps de la sphère professionnelle ou du temps libre personnel, donc à savoir avec des congés supplémentaires.
Et toi, tu prônes très clairement la transparence des salaires dans l'entreprise. Alors moi, je prône la transparence des salaires en entreprise, mais qui doit s'associer, qui doit être accompagnée de pédagogie, parce qu'en fait, on peut être transparent sur des choses qui sont pas ouf. Là, l'idée, c'est effectivement, nous, on est dans un secteur où il y a, je le disais en introduction, énormément de turnover, c'est 25-30% de turnover moyen de mon secteur, et il y a une énorme défiance envers dans le dialogue social. Ce qui n'est pas si énorme aujourd'hui en France. Ou alors ça dépend, parce qu'on peut toujours faire pire. Mais je pense que Damien, dans son secteur, c'est un peu au-dessus. Oui, mais le domaine des saisonniers dans le tourisme est encore un peu particulier. Ouais, tout à fait. Du coup, nous, notre parti pris, c'est de se dire que 30, c'est trop et qu'on peut faire mieux. Et dans les leviers pour faire mieux, donc il faut améliorer le dialogue social. Et le dialogue social, on l'améliore avec avec la transparence, notamment sur les salaires et les marges. Et du coup, c'est pour ça, effectivement, qu'on a rendu public nos salaires, qu'on a encadré statutairement. Et puis, c'est un parti pris aussi, évidemment, mais on a fait en sorte d'encadrer la redistribution, de la rendre structurelle dans notre modèle, avec tous les salaires fixes de la boîte qui sont établis sur une grille qui est publique, en complément desquels on va aussi mettre en place une rémunération variable qui là va dépendre de plein d'autres facteurs, mais essentiellement des facteurs économiques. Ça marche. Damien, toi de ton côté, alors, on n'a jamais parlé de la partie REM. Non, mais on peut. Si toi tu as quelque chose à te dire par rapport à ça, à ce sujet de transparence des salaires, si c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour, En fait, il faut savoir qu'on fait partie d'une convention, la convention du tourisme social et familial, et la grille des salaires est dans la convention. Donc avec les différents échelons, les niveaux, etc. Donc ça fait que la base, ces salaires-là, c'est transparent. Si on veut connaître les salaires de nos saisonniers, notamment sur les différents sites, on a accès à ces salaires-là. Après, on peut bien sûr faire évoluer un petit peu ça, mais on essaie de rester aussi là-dedans pour... il y a des sujets économiques aussi là-dedans. Mais je vais te titiller tout de suite. Je suis parti en vacances cet été. Le saisonnier qui était sur la plage, il était à 2007. Donc, il est largement hors grille. Et oui. Donc, comment on gère ça ? Nous, c'est très clair. La rémunération, est-ce qu'elle est avec cette convention ? On ne peut pas aller plus haut. On est une association. Tout ce qui peut être dégagé après le CA, c'est redistribué en interne pour la rénovation des sites, pour les salariés, pour tout ça. Maintenant, on ne fait pas des marges qui sont énormes. On joue sur l'accessibilité aux vacances. Et donc, l'idée, c'est de travailler. On a une partie de nos tarifs qui sont liés aux quotients familiaux. On est premier partenaire de l'ANCV pour les chèques vacances. Donc, nous, on travaille là-dessus. Donc, on ne peut pas être concurrentiel sur les salaires. Mais on travaille sur d'autres choses. Transition. Exactement. Voilà. On travaille sur d'autres choses. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans le tourisme, on a, comme beaucoup d'autres secteurs, et c'est maintenant très généralisé, ce besoin d'équilibre, ce besoin de sens. Et donc l'idée, ça a été de travailler ça et de faire descendre un petit peu, ou remonter, ça dépend dans quel sens quelle position on se pose, mais quels sont les besoins en interne. Et on s'est très vite rendu compte que le sens, oui, il y a aussi ce besoin d'équilibre, vie pro, vie perso, aujourd'hui, qui est indispensable. Et on a travaillé à partir de ces constats-là. Et les constats, c'est simple. On a besoin de temps libre. On a besoin de s'épanouir dans son travail avec des missions qui sont intéressantes. Et nous, on a essayé de travailler là-dessus. Et on a pris ce parti du temps libre. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a, avec les spécificités, travaillé sur les différents publics qu'on pouvait en interne. On a des saisonniers qui viennent d'été en été, donc des saisonniers titulaires, des saisonniers non titulaires. On a aussi des personnes qui sont permanents sur les sites et aussi sur le siège. Et avec ces différentes typologies, il a fallu trouver des éléments qui allaient pouvoir un petit peu satisfaire aussi bien des besoins, des demandes individuelles que finalement la demande collective. Et on a beaucoup travaillé sur les proches aidants, qui sont aussi, ce sont aussi des projets qui nous intéressent parce que ça fait partie de notre ADN, de rendre l'accessibilité aux vacances, mais pour tous. C'est pas qu'une question pécuniaire, c'est une question aussi on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas partir en vacances parce que contraintes professionnelles, contraintes personnelles, il n'y a pas que cet aspect-là, et donc on travaille là-dessus. Et donc les proches aidants, c'est une des déclinaisons. L'accès à la parentalité
et à tout ce que peut entraîner les difficultés à être parent, même avant, donc post-parent. Donc on a travaillé sur ces aspects-là. Alors, les proches aidants, c'est même, je dirais plus que ça, j'allais dire, malheureusement, c'est un sujet d'avenir. Oui. Avec le vieillissement de la population, hein. Bon, on nous bassine sans arrêt en nous disant les jeunes, ok, mais dans 10 ans, les jeunes, ça sera la population la moins représentative dans le monde du travail. Et on sait que par ailleurs, les maladies ne sont pas en régression, hein. Les projections en matière de cancer en Europe sont assez terribles, hein, en termes de nombre de cas, par exemple. Et donc, on sait que ça va bouleverser de toute façon des millions de personnes, ce qui est déjà le cas en France. Hein. Je crois qu'on est au-delà du million, hein, de personnes concernées, hein, quand on parle de proches aidants. Ouais. Donc, les entreprises ont un vrai rôle à jouer par rapport à ça et pas simplement dire bah ouais, tu prends un CP si tu as besoin. Non. Donc concrètement, c'est quoi ce qui a été mis en place chez toi ? Mais concrètement, c'est des jours à convenance personnelle qu'on va pouvoir poser. On a un nombre 2 à 3 jours par mois qu'on va pouvoir... alors, j'exagère, excusez-moi. 2 à 3 jours en plus des CP, donc sur l'année, qu'on va pouvoir poser pour justement pour s'occuper un petit peu soit de sa famille, soit de ses proches, tout ça. Avec des demi-journées à convenance personnelle qu'on a ajoutées aussi. Donc, il va pouvoir être utilisé pour différents sujets. Et tout ça vient un petit peu en complément des congés. Ça, c'est financé par l'entreprise ? Tout à fait. Toi, t'en penses quoi, Jonathan ? Est-ce que tu as quelque chose de similaire ou c'est quelque chose qui pourrait te donner envie de le faire ? Non, mais j'en pense que du bien parce que en fait, en tant qu'entrepreneur social, moi, je pense que c'est aussi aux entreprises d'aller apporter un complément à l'État qui est là pour améliorer la vie des concitoyennes et concitoyens. Mais je pense que l'entreprise aujourd'hui, tu vois, tout à l'heure, tu parlais en introduction du sens. Et je pense que redonner du sens au travail passe par le fait que les boîtes s'emparent de missions sociétales du coup, tu vois. C'est quoi un entrepreneur social ? C'est considérer que, au-delà du fait d'aller générer du profit, c'est une évidence, une entreprise doit générer du profit en redonnant du sens dans l'action des salariés, dans leur bien-être. Donc tu redistribues aussi en ce sens. On redistribue nous énormément. Notre modèle est articulé justement autour de la redistribution de la marge. On définit nous un seuil forfaitaire annuel qui va servir à l'entreprise ou au groupe aujourd'hui à se développer sereinement. Et tout l'excédent est redistribué aux salariés, donc sous diverses formes. Ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais nous, toutes les actions dont il parle, je pense qu'il y a énormément de manières différentes de décliner justement l'accompagnement des salariés. On le fait de manière similaire, c'est-à-dire qu'on donne du temps libre. Techniquement, ouais. Qu'on soit très terre à terre. Vas-y. Parce que tout ça, c'est très beau, j'entends. On redistribue, mais je prends VVF, les marges sont pas ouf, il n'y a pas grand-chose à redistribuer. Comment on fait pour que ce soit viable et comment on fait en fonction de capacité de l'entreprise. Techniquement, quand tu mets en place un dispositif, j'imagine que tu calcules un budget, toi c'est pareil, un plafond. Tu te dis, j'ai, 1000 collaborateurs. S'il y en a 50 qui prennent le dispositif, ça va me coûter de temps. S'il y en a 60, ça va être compliqué. Comment ça marche ? Comment vous construisez vos dispositifs ? Sur quoi vous vous basez pour les proposer ? Moi, j'ai un business model qui est assez simple, finalement. Tu vois, les modèles d'agence, c'est plus tu as de people, plus de manière organique, tu vas générer de la marge brute. Donc, moi, j'ai un système de mise à l'échelle qui me permet de savoir que, a priori, plus on va être nombreux, plus on va être capable d'allouer du budget. Donc, moi, je suis capable de te dire en chaque début d'année de quelle marge brute excédentaire, de manière prévisionnelle, je vais pouvoir disposer. Et ensuite, il y a au niveau de l'entreprise une discussion sur les orientations différentes
qui vont être du coup abordés un en peu termes de comme un redistribution. système mutualiste presque. Ouais, bah alors après, nous, on a un fonctionnement qui est spécial. On a fait rentrer tous les salariés au capital, enfin tous les salariés qu'ils voulaient, donc c'est-à-dire il n'y a qu'une personne qui ne l'a pas voulu. Mais du coup, il y a de fait dans la gouvernance de la transparence et il y a du dialogue. Donc on a par exemple beaucoup de budget qui est alloué pour faire de la création de contenu marque employeur, donc technique ou sociétal. On a du budget qui est alloué à notre cercle féminin dans le cadre de mesures d'égalité de genre comme le congé menstruel ou beaucoup de choses autour de la parentalité. Mais on a aussi ce qu'on appelle le temps libre communautaire qui est du temps professionnel qui est libre et qui est à disposition de tout le monde pour faire des choses qui sont en rapport avec le monde pro. Damien, comment tu construis toi un accord d'entreprise et comment tu le fais valider parce qu'il y a quand même des partenaires sociaux. Il y a déjà comment dire, en préambule, il y a déjà cet effectif à essayer de voir selon les sujets et sur le marché si on arrive à trouver des chiffres qui pourraient correspondre à ça. Pour les proches aidants, de même que pour l'arrêt menstruel qu'on a mis aussi en place, on est en phase de test. Ce qui fait que la préconisation, on est 2024 avec tant de jours donnés. Donc, pour être très concret, c'est 2 jours d'arrêt pour les personnes qui ont un certificat médical, quel qu'il soit, ou alors 2 jours de télétravail en plus pour ceux qui n'ont pas de certificat médical mais qui ont des besoins. Donc là, on est en phase de test. Et on n'a pas, finalement, on n'a pas budgété concrètement. Alors, on pourrait, c'est très simple, on prend potentiellement la pyramide des âges, la répartition par sexe, et on fait cette répartition. Ce qu'on a fait, mais c'est pas représentatif. Et donc, on est en phase de test. Donc, on a la chance d'avoir une équipe de dirigeants qui nous suit, on a la chance d'avoir une équipe au CSE qui nous suit aussi à fond et qui sont très moteurs sur ces sujets-là. Et ce qui fait que on s'est dit, OK, on place le dispositif qui soit accessible à toutes, à tous, que ce soit pour les proches aidants, que ce soit pour, tu parlais de cercle féminin, exactement. Et l'idée, c'est qu'on fera les résultats, N+1, on en parlait, N+2, et voir concrètement ce que ça coûte. Aujourd'hui, on est suivi pour se dire, on tente, on a un besoin qui est évident, et je veux rebondir sur ce que tu disais. On a, nous, cette responsabilité. Alors, je ne suis pas employeur, hein, je suis un des maillons de la chaîne, mais en tout cas, on a, en tant qu'employeur, cette responsabilité aujourd'hui. Bon, t'es quand même DRH, hein. T'es un peu employeur. Bon, un petit peu. Mais en tout cas, de cette responsabilité de proposer un cadre qui va prendre le relais sur déjà plein de choses qui sont faites par l'État, ce que tu disais très bien. Mais on a cette responsabilité, là on parle de ça, il y a la formation aussi, où il faut qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, on a cette responsabilité de prendre le relais. Et donc c'est avec cette idée-là et cet ADN qu'on a en tout cas au sein de l'asso, de se dire on tente, on fera les calculs à la fin. Et pour l'instant on est plutôt dans les clous. Juste en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que tu as donné des chiffres et du coup je vais en donner aussi. Donc notre cercle féminin a mis en place, on a validé une mesure du cercle féminin qui est justement le congé menstruel, pour lequel on avait budgété l'année dernière 10 jours par mois par salarié menstrué. Pourquoi 10 jours ? Parce qu'en fait on part du principe que juillet et août c'est des mois de congé, donc voilà. L'analyse 1 an plus tard, montre que en fait, ce budget, il a été largement respecté. Il n'a jamais été dépassé et il a été bien moins que utilisé à moitié. Tu sais à quel pourcentage ça a été utilisé ? Non, je ne sais pas te dire. Laurie Maurice, qui est CEO du groupe et qui gère aussi toute la partie, tout le cercle féminin, avait fait un post là-dessus. En fait, moi, j'ai une vision qui est anonyme de qui bénéficie, pas bénéficie, je sais, c'est toutes les personnes menstruées, mais qui a utilisé ces jours, je ne peux pas le savoir. Ce que je sais juste, c'est que, tu vois, j'avais regardé les chiffres, on était même pas à la moitié du budget, quoi, tu vois. Maintenant, je pense que, on en parlait tout à l'heure, c'est compliqué d'avoir une vision assez nette 1 an plus tard.
moi, je pense que je serais beaucoup plus à l'aise d'avoir du recul d'ici 3-4 ans, parce que c'est là, en fait, tu vois, à partir du moment où la mesure, elle est devenue vraiment... elle était vraiment acceptée, etc. C'est là que tu vois comment se comporte Puis un état des d'esprit gens. aussi à avoir avec tout Voilà. ça, c'est pas évident. Des fois, pardon. Tu vas pas y Je vais arriver. l'enlever, je vais l'enlever. Non, mais au début, Il y tu a fais des attention, dauphins. je pense. Bien Peut-être sûr. t'oses pas trop, et puis à partir du moment où tu te sens moins Faut que ça rentre regardé, dans les entre pratiques. guillemets, voilà, Tout exactement. à fait. Ouais. Et je pense qu'il faut attendre. Alors là, on a évoqué quelques pratiques qui sont, on va dire, qui touchent l'ensemble des collaborateurs. Je vais profiter de la période actuelle pour vous poser une question qu'on aborde moins souvent. On est en plein jeu paralympique. Qu'est-ce que vous faites pour les personnes en situation de handicap dans vos entreprises respectivement? C'est quoi la politique? Et déjà, est-ce que vous en avez? Tu veux prendre la main? Comme tu veux. Moi, ça va être rapide. On a effectivement une salariée consultante qui est en situation de handicap, pour laquelle, en fait, l'idée, c'est justement... en l'occurrence, elle est conférencière, donc elle publie beaucoup de contenu marque employeur, justement, pour... à parler du handicap au travail, de montrer que c'est quelque chose avec lequel il faut évidemment composer. C'est quelque chose qui est très souvent pas visible, d'ailleurs. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est justement lui donner des moyens pour qu'elle puisse communiquer sur le sujet, lui donne les moyens de s'équiper. Tu vois, typiquement, Emmanuelle, elle est sourde de naissance, donc en fait, elle a besoin, quand elle fait des visios, d'outils qui vont via l'intelligence artificielle pouvoir soit sous-titrer, soit passer avec un sous-titreur ou une sous-titreuse humaine qui va en temps réel pouvoir expliquer, traduire qui parle. Donc voilà, on donne des moyens de ce type-là, mais la réalité, c'est qu'à notre échelle, on ne fait probablement pas encore assez, et dans notre secteur, je pense que tu connais très bien. J'en ai jamais rencontré. Voilà. C'est parce que dans les métiers de facturation, il y a tellement de concurrence que les entreprises, elles font pas l'effort, je pense. Elles font pas suffisamment l'effort. Alors que, comme tu le dis, la majorité des handicaps sont invisibles et t'empêche pas du tout d'être consultant et de servir un client, quoi. Et d'ailleurs, le client le verra même pas. Mais je pense que c'est aussi ça. C'est dans la pédagogie, c'est d'aller expliquer que comme c'est pas visible, il y a des solutions pour le contourner et pour inclure toutes ces personnes dans le monde professionnel. Donc c'est un de tes objectifs 2025. Ouais, mais je pense que non, mais tu vois, il y a plein de sujets sur lesquels on doit faire mieux. Nous comme les autres, tu vois. Damien, il sourit. Bah oui, mais bien sûr qu'on doit faire mieux. 80% des handicaps sont invisibles. Ah ouais. Et donc oui, il y a énormément de choses à faire. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on a lancé toute une partie sur le handicap. Je remercie l'AGFIP du 63 avec Corinne qui nous a beaucoup aidé justement, et ça c'est top. Faut savoir en plus que on a des institutions qui sont prêtes à nous aider avec du contenu, avec des approches différentes, des audits, tout ça. Et donc on a commencé par ça en janvier 2023 et on a passé une première année, pour reprendre ce terme, sur de la pédagogie, parce que l'idée c'est ça, c'est d'être sensibilisé, de donner les informations, donner ce chiffre. 80% de handicaps sont invisibles, mais avec des personnes qui pourraient avoir totalement accès à des dispositifs, des dispositions, mais qui ne le savent pas, ou alors qui ne le veulent pas, par peur, par crainte de plein de choses. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Nous, on est vraiment en deçà du taux qu'on devrait atteindre. Je n'ai pas aucune honte à le dire, on doit faire beaucoup mieux et on y travaille. Quand tu dis sensibiliser, oui. et tu disais, je ne sais plus ce que tu disais, mais ça m'a fait penser, tu me disais, oui, les clients, mais avant les clients, c'est peut-être les managers qu'il faut sensibiliser, c'est eux qui recrutent de manière opérationnelle. Alors, ouais. Je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais chez toi. Oui, tout à fait. Il y a cette partie-là. Il y a les managers, il y a finalement l'ensemble des collègues, et il y a cette partie manager qui est importante, mais c'est aussi de se dire que globalement, la quasi-majorité des postes peuvent être accessibles. Ouais.
Quand tu parles de ta collègue, je trouve ça énorme. Ça me rappelle quelque chose d'actions qui ont été faites. Et c'est juste énorme de se dire que voilà, tout est possible maintenant. Voilà, les outils, l'IA. Et ça, c'est à nous, employeurs, d'aller. Vous voulez pas embaucher un senior pour faire pareil? Bien sûr. Non, mais oui, bien sûr. tu vois, moi, tu me posais la question de la spécificité par rapport à mon secteur. C'est que nous, très souvent en ESN, tu vas travailler pour des tiers clients, chez des tiers clients en immersion dans des équipes. Et ça pose une difficulté qui est évidemment contournable, mais ça pose la difficulté suivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en ESN, la plupart du temps, les managers sont commissionnés au PNL, donc ils gèrent un budget, et donc ils sont jugés partis, parce que tu vas leur dire embauche des salariés en situation de handicap, et va faire en sorte qu'ils soient placés, qu'ils te rapportent de la marge en clientèle. Là, il y a un souci. Ils sont jugés partis, donc c'est problématique. Mais c'est toi le chef. Non, mais nous, c'est pas le cas chez nous, puisque on fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça se passe comme ça dans les agences. En fait, c'est vrai, une vraie volonté de direction, parce que les marges, elles sont définies par la direction, elles sont pas définies par les opérationnels. Donc, si la direction décide qu'on va implanter 5%, X% de collaborateurs ayant un handicap, il n'y a plus de discussion. Non, mais c'est certain. C'est ça, c'est pour ça qu'on le fait. Certes, pas assez, mais c'est pour ça qu'on le fait. Mais c'est aussi, tu vois, quand tu me dis que tu n'en as jamais vu, l'explication, elle est là. Oui, l'explication, dans la pratique, effectivement, j'ai pas souvenir, et tu sais que j'ai bossé en ESN, bien sûr, et j'ai pas souvenir de... C'est ultra rare. Mais peut-être que aussi en tant qu'employeur, on n'est peut-être pas aussi au courant de tout ce qui est à notre disposition. C'est vrai, notamment aussi. Le recrutement. Là, je parlais de la GFIP, il y a Cap Emploi qui peut nous accompagner. Donc Cap Emploi, c'est un petit peu le France Travail pour les personnes en situation de handicap. Et ils ont des solutions, des personnes dédiées qui peuvent nous aider là-dessus. Mais c'est pour ça que c'est important qu'il y ait du contenu marque employeur sur le sujet, parce que ça éduque les managers, ça éduque les dirigeants et les dirigeantes. Et quand c'est du contenu marque employeur qui est sur le sujet, qui est généré par des personnes elles-mêmes en situation de handicap, ça montre par l'exemple en fait que tu vois qu'on peut faire autrement. Et c'est important. Alors, ça fait déjà un bon 25 minutes qu'on est ensemble. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez dire en fait à celles et ceux qui vont nous regarder, nous écouter, tout simplement pourquoi il faudrait venir bosser chez vous et qu'est-ce que vous, en tant que salarié, vous allez gagner à venir chez nous. Je te laisse la main. Sans problème. Le package, je veux le package total. Ouais, après, en fait, c'est pas forcément un package, mais c'est plus un positionnement global où je pense que on est chez VVF, on est plutôt représentatif de ce que l'humain au sens global veut dire. Alors oui, c'est pas rose tous les jours, on le sait très bien. Le tourisme, il y a des gros coups de feu, notamment sur la haute saison. Mais à côté de ça, on a cette capacité à écouter les besoins individuels et à proposer des choses qui vont finalement être collectives. Et ça, je trouve que c'est plutôt notre force de pouvoir proposer, en tout cas, d'écouter et de le transformer dans un cadre qui va pouvoir correspondre à l'ensemble des personnes. Et je suis plutôt content, en tout cas, d'évoluer dans un cadre comme ça, parce que moi, ça me correspond. Et voilà, j'ai le sens, en tout cas, j'ai un sens, et je pense que les collègues aussi ont ce sens-là. Top. Écoute, moi, ce que je pourrais dire, c'est que il y a deux aspects. Le premier, c'est que en tant que SN, on est là pour accompagner les développeuses et les développeurs dans leur parcours professionnel, c'est-à-dire leur donner les moyens d'être meilleurs. Donc, c'est le fait, tu vois, d'avoir un budget de formation annuel dont elles peuvent disposer à leur guise et qui est cumulable d'une année à une autre. C'est le fait de pouvoir disposer d'une communauté tech de très haut niveau, puisque tu vois, aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de devs, 120, 130. Et il y a 20-25 speakers et speakeuses qui ont animé des talks en France ou à l'étranger. Donc, tu as quand même un très haut niveau, une forme d'expertise que tu retrouves dans cette communauté, avec laquelle tu peux échanger, avec laquelle tu peux progresser, etc.
Et puis ensuite, je pense que tu vois, au-delà de tout ce qui peut exister dans le secteur, c'est-à-dire d'aller réaliser du soft, d'aller accompagner des clients dans la réalisation de leurs projets, quelque chose que tu retrouves chez Shodo ou ailleurs, je pense que ce qui est important, c'est le fait de vraiment pouvoir bénéficier des fruits de ton travail, c'est-à-dire d'avoir une répartition instantanée de la valeur, c'est-à-dire percevoir à minima 85% de ton CA en rémunération ou en temps libre, et puis à moyen ou long terme, le fait de pouvoir percevoir des dividendes en même temps que tout le monde, quand il y en a, et le jour où il y aura une revente, de pouvoir profiter d'un exit sans perdre ton travail, puisque du coup tu changeras juste de patron, mais tu auras pris 1 ou 2 ans de salaire, tu vois. Voilà. Top. En tout cas, les 2 visions que vous avez, alors qui se complètent sur certains points, qui diffèrent sur d'autres, montrent une chose en fait sur le monde du travail d'aujourd'hui et de demain, c'est que les collaborateurs et collaboratrices vont choisir des entreprises avec lesquelles ils adhèrent en termes de culture, puisque vous avez tous les deux, je vous ai choisi pour ça, des cultures très très ancrées, alors qui sont très fortement humaines tous les deux, mais malgré tout, ton modèle ne va pas plaire à tout le monde, du même que le tien. Et je pense que c'est ça le futur, c'est avoir pour le collaborateur, la collaboratrice, des environnements qui divergent et qui vont correspondre aux uns et pas forcément aux autres. Non, mais je suis d'accord avec ça. La culture, c'est ce qui te permet de gagner du temps finalement dans toute la partie RH, la partie recrutement, la partie fidélisation. C'est faire en sorte que les personnes avec lesquelles tu es en accord puissent rapidement te détecter et venir postuler, ce qui te fait gagner du temps dans l'acquisition. Et puis, tu vois, souvent, une fois, j'ai dit, on fait fuir les personnes avec lesquelles les personnes qui sont pas d'accord, les candidats qui sont pas d'accord, ça les fait fuir. Et j'ai un SOS qui m'a dit non, en fait, ça les fait pas fuir, ça les fait aussi réfléchir. Et il a raison. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est chez moi que tu avais dit ça. Ouais, c'est possible. Ouais. Et en fait, moi, je me suis fait rattraper par le patrouille en interne. Mais en fait, ça fait aussi réfléchir des contradicteurs. Et je pense que c'est le but aussi, tu vois. Très clairement, on le voit, et je pense même pas que demain, aujourd'hui. Je suis toujours à fond dans le recrutement, et on a ces personnes qui sont attirées par ça, par ces éléments, pas forcément différenciateurs, mais en tout cas marquants. Et je pense que c'est très important, parce que oui, ça attire ces personnes puis il y a un fit qui est automatique avec l'état d'esprit et ce qu'ils ont envie, besoin. Et aujourd'hui, on accueille un nouveau collègue sur un poste important, et il a été attiré par le côté associatif et cette identité-là. Non, mais l'employee advocacy, fait partie des leviers desquels on ne peut pas se passer aujourd'hui. Top. Je vais laisser Eva vous faire profiter d'un petit break. On va faire le petit quiz d'Eva. Avec plaisir. Et puis après, Simon viendra pour le dessert. Parfait. Bonjour à tous les deux, bienvenue dans le quiz RH d'Eva. Salut. Je vais vous poser 5 questions chacun et il va falloir vraiment répondre au tac au tac. Pas de précision, pas de commentaires. Par exemple, est-ce que vous aimez le soleil, le beau temps ? Oui ou non ? Ok. Très bien. Voilà. On commence. Selon vous, les employés préfèrent des évaluations de performance continues ou des entretiens annuels ? Annuel. Croyez-vous que le télétravail réduit la collaboration efficace entre les équipes ? Oui ou non ? Oui. Quelle soft skills pensez-vous sera la plus importante pour les leaders RH de demain ? Adaptabilité, empathie, pensée critique ou communication ? Pensée critique. Croyez-vous que le concept de semaine de travail de 4 jours deviendra la norme en France ? Oui ou non ? Quel est votre environnement de travail idéal ? Bureau traditionnel, 100% remote, un mix des deux ? Un mix des deux. Pensez-vous que l'IA va supprimer des emplois au sein de la fonction RH ? Oui ou non ? Pensez-vous que la diversité et l'inclusion sont actuellement bien intégrées dans la politique RH des entreprises françaises ? Oui ou non ? Non. Avez-vous déjà envisagé de quitter un job à cause d'un manque de reconnaissance ? Oui. Si vous pouviez introduire une nouvelle technologie dans la fonction RH de demain, laquelle choisirez-vous ? Capteur biométrique pour le bien-être, interface cerveau-machine pour l'engagement des employés, assistant virtuel RH basé sur l'IA,
recrutement en réalité virtuelle ou évaluation des talents par ondes cérébrales. Capteur biométrique pour le bien-être. Pareil. Très bien. Pensez-vous que le droit du travail en France est un frein à la productivité des entreprises et au marché de l'emploi? Oui ou non? Oui, non. Moi, je dirais oui. non. Moi, je dirais oui. Ok. Alors, normalement, je suis censée m'arrêter là, mais j'ai une dernière question pour vous deux. Qu'est-ce que vous pensez du congé menstruel? Nous, on l'a mis en place. On l'a mis en place à l'initiative de notre cercle féminin. Donc, ça fait partie des mesures qui ont été pensées pour des femmes, par des femmes. Et écoute, le recul que j'en ai, il est très frais parce que c'est que l'année N+1. Mais donc on a budgété un ensemble un budget qui a vraiment été plus que respecté. Et j'ai l'impression que du coup, à partir du moment où c'est une volonté et que ça coûte pas plus cher que prévu à l'entreprise, que c'est une bonne mesure. Tu vois. Ok, super. Damien, quelque chose peut-être? Très heureux aussi que mes collègues l'aient aussi mis en place en interne. On est en phase de test, donc année N. On fera les bilans en fin d'année, mais la première impression, c'est que ça a été très bien accueilli et qu'il faut encore qu'on communique pour rendre cet arrêt menstruel plus facile peut-être à prendre. Voilà. Ok, génial, super. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Merci. Et à bientôt. À bientôt. J'ai adoré le fait que vous assumiez le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que malgré tout ce que vous pouvez mettre en place d'avant-gardiste, c'est pas la panacée absolue. La question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que vous tranchez sur le fait de ne pas adresser certaines frustrations? Est-ce que vous avez plutôt une approche bottom-up en disant la démocratie a parlé, chez nous la majorité des gens ont besoin de ça, donc toi si tu as besoin d'autre chose, ça ne marche pas? Ou est-ce que c'est plutôt top-down en disant nous notre ligne de conduite, l'entreprise, elle a cette culture, tu l'aimes ou tu la quittes quoi? Alors, nous, on a une approche qui est bottom-up. C'est-à-dire que dans Notion, on a un onglet gouvernance dans laquelle tout le monde peut soumettre une idée. À partir du moment où l'idée elle est soumise, il y a un système de vote qui est très bête. Tu mets un pouce comme ça ou un pouce comme ça. Et à partir du moment où elle atteint, alors je ne sais plus du tout quelle est la quantité de voix à atteindre, mais à partir du moment où elle atteint un certain seuil de réponses positives, nous, en tant que dirigeants, on est obligé de l'étudier et d'apporter une réponse, oui ou non. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est qu'en complément, il y a aussi, nous, on a une approche aussi en complément qui est top-down, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose, plus consensuel, exemple, je pense qu'on pense à créer une filiale, on est un peu entre les deux. Toute initiative qu'on est en train de traiter, ce qu'on va un petit peu mettre en place et développer, ça sort de demande dans Notion, histoire qu'elle puisse être connue un élément. Et le deuxième élément et qui ressort beaucoup, et on est très c'est-à-dire attaché à ça, en cours, il y a ce côté aussi un petit peu à faire équité, ou achever. Il faut que ça puisse satisfaire au plus grand nombre, que ça puisse servir au plus grand nombre et aux différentes typologies de collègues qu'on peut avoir en interne sur toute la France, etc. Voilà. Donc on est un petit peu sur ces deux côtés et on balaye pas d'un revers toutes les idées parce qu'on sait que ça sort pas de nulle part. Ok. Une dernière question rapide. Les candidats qui viennent pour les avantages, ça marche ou c'est déceptif? Tu peux préciser? Ouais. Je vais préciser, effectivement, j'ai développé. Le fait d'avoir une politique RH attractive, ça peut faire augmenter les volumes de candidats qui postulent parce qu'ils se disent, chez eux, je vais pouvoir trouver des choses que je n'ai pas ailleurs. Mais les gens qui viennent, quand les gens viennent pour les raisons un peu fondamentales du travail, pour ce que vous faites, pour le cœur d'activité, c'est du bonus pour eux. Le fait est que les avantages, ça attire aussi ceux qui sont là en se disant, chez eux, j'aurai ça et je ne l'aurai pas ailleurs, et c'est pour ça que je viens en fait. C'est pour travailler moins, ou c'est pour avoir plus de temps pour moi, ou c'est pour avoir... voilà. Est-ce que c'est une bonne raison de vous rejoindre, en fait, ces avantages-là? Pour moi, c'est... T'abordes indirectement la question de culture d'entreprise, c'est-à-dire, en l'occurrence chez nous, il y a certains avantages qui sont liés à la culture d'entreprise. Ces avantages-là, on les a rendus publics dans différents contenus marque employeur, enfin bref, et c'est ce qui nous permet d'avoir des candidatures via Inbound marketing. C'est pas parce que tu as un vivier de candidatures qui est plus ou moins important que ça te soustrait du fait de les qualifier. Et donc, pour moi, l'important reste quand même d'avoir un process de recrutement dans le cadre duquel tu as au moins
un entretien de culture fit et tu vas justement t'assurer, nous on fait du service, donc on ne veut pas de mercenaires, on veut pas de gens qui vont venir pour l'oseille, et effectivement à un moment donné, c'est pas compatible avec la notion de service de venir pour, je vais être très provocateur parce qu'il y en a peu chez nous, mais pour en foutre le moins possible, tu vois. Donc avoir un modèle cool avec une culture d'entreprise qui est authentique ne te soustrait pas de mal travailler, tu vois, ou de bien travailler plutôt en l'occurrence, quand tu recrutes. Ok. Et pour compléter, normalement, ce qu'on va un petit peu développer sur ces dispositions, ces dispositifs RH, c'est en lien avec la culture entreprise, nous en tout cas l'identité de l'asso, les missions. Donc, avec ce process de recrutement qui est calé, parce que en général, c'est moi qui m'occupe de ce culture fit, ça colle. Ça colle. Et les personnes qui vont être sensibles à ce qu'on fait et qu'en plus vont être dans la démarche et dans le même sens, en général, ça colle. Ok. Merci à tous les deux. Je t'en Merci prie. Simon. Merci à toi. On conclut là-dessus. Merci à tous les deux. Merci Simon. Puis j'espère que cet épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous au prochain épisode de T'as raté le coche. Merci beaucoup. Yes, Merci Christophe. Merci Simon. Au revoir. À Et bientôt. merci Au Damien. revoir. Yes.